Dopo aver seguito i minatori sottoterra per scoprire le varie fasi del loro lavoro, oggi torniamo in superficie per capire qualcosa di più sulla loro vita sociale. Partiremo proprio dalle loro abitazioni per comprendere quanto la vita dei minatori e delle loro famiglie fosse controllata integralmente dal sistema minerario e da chi lo gestiva. Le parole chiave sono due: cantine e cité. Le prime erano simili a pensioni. I lavoratori immigrati vi alloggiavano in attesa di quella minima stabilità economica necessaria per farsi raggiungere in Lorena dalle proprie famiglie. Le seconde erano le città minerarie costruite vicino agli imbocchi delle gallerie. La miniera alloggiava qui i propri minatori e le loro famiglie, in abitazioni che replicavano la gerarchia sociale interna al sistema minerario. Qua avevano la terra. Sì. Morto. 3 mai 48, j'ai commencé à travailler à la mine. J'avais presque 20 ans. Et j'ai terminé le 28 septembre 1978, après 30 ans de mine. Voilà, une cité minière, c'est ça. C'est pas un village, on n'appelle pas un village, on peut appeler comme un village ou une cité. Mais ici, l'idée, c'était la cité minière, il n'y avait que 2 mineurs presque, vous voyez? Alors c'était ça, la cité du Haut-Pont, voilà, on appelait ça. Alors, comme on disait toujours, la vieille colonie, la vieille cité, et de l'autre côté, il y a des maisons de chaque côté là-bas. Après celle-ci, là, il y a des autres. Là, on appelait la nouvelle colonie, parce que ça a été fait longtemps après ceci. Parce que ceci, c'est des maisons, ils ont plus de 100 ans. Hein. C'était la mine qui faisait ça, oui. C'était la maison de Wendel. Parce que le Wendel, il y avait des mines, il y avait des usines et tout. Hein. Tout ce que vous voyez en allant, où il y a les Solac et tout ça, avant c'était toutes les usines de Wendel. Hein. Avant de Wendel, c'était allemand. Karl Hugues, il s'appelait. Ça, c'était avant de Wendel. C'était la maison, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ici Karl Hugues. C'était le nom du patron avant de Wendel. Tous étaient logés par la société qui les employait. Ici, par exemple, chez Wendel, il y avait les logements, même des maisons complètes pour le directeur, pour les ingénieurs principaux. Ensuite, il y avait des maisons un peu mieux, comment pourrais-je dire, qui étaient aménagées pour les employés. C'était un peu une catégorie supérieure. Ensuite venaient les maisons toutes simples pour les ouvriers, qui étaient les derniers de l'échelon. C'était une caste. La caste des ouvriers, la caste des employés administratifs, des ingénieurs et le directeur. Même les églises, c'est la société qui l'avait construite. Ailleurs, partout, dans tous les mines ou les usines, tout ça s'appartenait, les terrains environnants, tout appartenait à la maison de Wendel. La salle de bain, elle était là, ici, comme ça. Ça, c'était la salle de bain à l'époque des porions. Ici, vous êtes dans une maison de porions, une maison de contremaître de la mine. La différence, c'était en termes de surface. Moi, j'ai une maison de porion, enfin, on a acheté une maison de porion, donc on a 7 pièces dans la maison. Et une maison de mineur, elle a 4 pièces. La maison de porion, à l'époque, tout a été transformé. La maison de porion, ils avaient déjà un chauffage central avec une chaudière à charbon.
Alors que les mineurs n'avaient pas de chauffage central. Ils n'avaient pas de douche, ils n'avaient pas de salle de bain, ils n'avaient rien. Alors je vais vous dire une chose. Ça m'a toujours frappé. En principe, non. Vous savez, on était tous les gens travailler pour la mine, c'était le même travail, etc. Maintenant, pour l'installation, ce que j'ai remarqué, et tout le monde a remarqué, les Italiens, tout de suite, c'était plus fort qu'eux, dans le jardin, parce que tout le monde a des jardins. Ils faisaient tout de suite une baraque. Ils construisaient des baraques pour élever des poules, des lapins ou des pigeons. Mais ils faisaient tout de suite, ils voulaient quelque chose. C'est marrant, pas les autres. Ça m'a frappé. Ouais. Donc, je me suis toujours dit, ils ont l'instinct de la propriété, ils veulent dire j'ai quelque chose à moi. Et quand il y a eu des possibilités par la suite, 15 ans après, pour construire, eux se débrouillaient, ils étaient les premiers pour dire je construis, parce qu'ils voulaient quelque chose. Et au départ, quand il y avait une baraque, on disait ça c'est un Italien. Nous sommes où? Vous pouvez nous expliquer? La chapelle d'Iopa se trouve au milieu de la cité minière d'Iopa, qui appartient à la ville de Fontoin. Et il s'agit d'une église, en fait. Une église, une chapelle. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ce culte catholique? Un culte catholique. Avant, il y avait une messe tous les dimanches. Maintenant, il y a moins de fidèles. Il y a une messe par mois. Et les quelques baptêmes ou les enterrements des gens de la cité. Ok. Et cette chapelle a été construite par qui? Alors, aux environs de 1948-1950, par le curé de l'époque, M. Asdan Teufel, je crois, avec les habitants de la cité, ceux qui avaient un métier ou qui travaillaient à la mine, comme électricien, comme maçon. C'est une chapelle qui n'a pas coûté énormément d'argent, parce qu'elle a été faite par des bénévoles. Que les administratifs allaient régulièrement à la messe le dimanche. Les ouvriers qui travaillaient au fond, tout ça, vous savez, ils étaient catholiques, mais la messe, là, le curé, on s'en fout, ils étaient tous dans la CGT, ils étaient baptisés communistes. Tous ces gars-là, surtout c'est vrai les Italiens, qui avaient une mentalité, tous les délégués. Alors, ça c'était, il y avait quand même une certaine barrière, chacun de son côté. Les mineurs pour la Sainte-Barbe, ils venaient à l'église. La fête des mineurs, la Sainte-Barbe. C'est quand? La Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, ouais. C'est quand la date? C'est le début décembre. Ah, okay. Le 4 ou le 5 décembre. Là, elle est pleine. Hein. Il y a plein de mineurs et leur épouse à l'intérieur, et l'autre moitié de mineurs qui croient en rien, qui attendent dehors. Mais c'est la grande fête des mineurs. Certains prêtres ont senti le besoin de vivre avec les travailleurs. Pas seulement de vivre dans un presbytère et puis d'aller rendre visite, ce que nous avons fait ce que nous continuons à faire d'ailleurs, mais être avec les travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire dans les années 50, être avec les travailleurs? Ça veut dire concrètement, ça veut dire que un certain nombre de prêtres ont choisi le métier, ils ont été carrément à l'usine, se proposer le travail, donc demander le travail, et au départ, en tout cas, ils ont eu du mal à se faire accepter parce qu'on se méfie un peu des prêtres. Prêtres rouges, etc. Donc, il a fallu parfois ruser que certains prêtres ont dû cacher, du moins au départ, leur identité, dire qu'ils étaient prêtres. Ils ont dû le cacher. Et c'est seulement avec le temps, parce qu'il a fallu d'abord qu'ils soient acceptés par les autres travailleurs, et en vivant avec eux, en ayant les mêmes conditions de travail qu'eux, le même salaire, etc., et qu'ils ont dû se faire accepter de cette manière-là. C'était difficile de s'opposer au patron, même si dans mon cœur je disais, il n'a pas toujours raison, et c'est les ouvriers qui ont raison, et c'est le délégué, quand il va rouspéter, même quand il tape sur la table, il a raison, mais les employés, on était très peu dans les bureaux,
nous n'étions pas une équipe aussi unie et aussi nombreuse pour pouvoir faire reculer le patron sur un mode de travail. Alors que les ouvriers étaient si nombreux, c'était eux qui, dans l'effectif, et ils étaient représentés par des délégués donc, qui avaient la masse derrière eux, eux pouvaient faire réfléchir le patron. Vous n'avez les employés. Alors on disait toujours les employés, ils sont à la merci, c'est des mercenaires, ils sont au service du patron, c'est des faux jetons, etc. Il n'y avait pas de proximité, de fréquentation entre la catégorie ouvrière, les manuels qui œuvraient avec le pic et la pelle, et les employés administratifs qui avaient travaillé à une chemise blanche. Il y avait une certaine inimitié. C'était une caste à part, surtout avant la guerre. Après la guerre, encore un peu, surtout parce que les administratifs, comme je vous l'avais précisé, avaient un logement mieux aménagé que les logements des ouvriers. Oui. Et vous pouvez le vérifier, vous allez par exemple à la cité Gargan, vous y êtes allé, peut-être Jean-Luc vous a emmené, vous avez vu les petites maisons toutes basses qui dataient déjà de 3 siècles, 2 siècles, avec la rue au-dessus qui était que pour les employés, les ingénieurs, qui étaient déjà de belles maisons de pierre, tout en pierre de taille, bien aménagées. Il y avait pas de salle de bain, mais il y avait quand même des water intégrés, alors que les autres, les water, c'était... Voilà. Il y avait une certaine amitié et ils ne se fréquentaient pas tellement. D'accord, c'est bien. Ah, tout à l'heure alors. Oui, à tout à l'heure, merci. Da dove veniamo? Da Grumes? Da dove vengono loro? Signore. Da Trento, da Trento. Da Trento, A sì, Trento, sì. beh, Grumes è attaccato. Lo Siamo conosci? stati noi a Grumessi. Siete stati? Sì, 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 sì. siamo stati 3 volte. Voi siete di Grumesso? tutti e No, due? no, no, siamo Corfinio. della provincia di L'Aquila. Dove è nato il nome Italia. È vero? Corfinio, sì, È sì. vero, è vero. Dove è nato il nome Italia. E com'è che conoscete Grumesso? Siamo stati con gli amici Con gli là. amici. Ci siamo stati. Abitano tutti di qua. I Grumesi abitano tutti qua. Ecco, una donna sta là. Buon appetito! Va bene. Devo rimanere qua, no? No, no, vada pure. Non, aspetta che ils attendent que vous rentrez dans la maison. Ah. Se volete la polenta c'è anche per voi. Però non è come quella vostra è dura, invece quella nostra è sulla tavola. Ah. E è già pronta a mangiare con tutto quello che c'è. Perfetto. A dopo. A dopo.